avec les dirigeants qui sont à cette tribune. Vous allez normalement en savoir plus justement sur la manière dont ils ont relevé les défis. Ce sont des parcours très variés, parfois de grandes entreprises, mais vous allez le voir, avant d'être une très très grande entreprise comme Carrefour, Dassault Systèmes et j'en passe, eh bien, il y a souvent des petites structures, des chefs d'entrepreneurs, des chefs d'entreprise comme vous qui sont partis avec de petits moyens. Et je vous assure, c'est possible d'arriver à afficher le parcours des dirigeants qui sont à cette table. Alors les intervenants, je vous les présente rapidement. Guillaume Quéroux, PDG de Didaxis, créé en 2004. C'est le leader du portage salarial qui emploie 2500 personnes dans 25 pays. Didaxis enregistre une croissance de 2234%. Vous avez bien entendu. C'est de belle croissance dans le contexte actuel notamment. Et Guillaume Quéroux a été nommé prix de l'entrepreneur 2011 Ernst & Young. Il rejoint le palmarès des 150 PME les plus performantes de France. Et puis Guillaume Quéroux, vous êtes également président du Club des entrepreneurs. Frédéric Cottier, bonjour. Vous êtes DRH Europe de Dassault Systèmes. Et c'est vrai, quand on pense Dassault Systèmes, on pense électronique de défense. Mais en fait, c'est accessible à tout le monde. Si vous allez sur le site de Dassault Systèmes, on se rappelle que vous êtes le spécialiste de la 3D. J'ai trouvé surtout et j'ai trouvé extrêmement intéressant d'aller visiter le site de Gizeh de la haute antiquité, c'est-à-dire Dassault Systèmes non seulement fait de l'innovation, Frédéric Gauthier va nous en parler, mais en plus elle rend accessible ces technologies, ces réussites pour les entrepreneurs que vous êtes, mais même au grand public. Et puis également à notre table Anne Mazoyer. Anne, bonjour. Vous êtes bonjour, PDG de Fair Value Corporate et Public, fondée en 2005. C'est une structure indépendante, bien sûr, présente à Paris et à Bruxelles auprès des institutions et des médias nationaux et communautaires avec l'ambition de créer une offre alternative sur le marché dédié aux ETI. Et surtout, c'est à l'âge de 23 ans, c'était hier, que vous avez pris les rênes de l'entreprise familiale dans l'industrie. On finit le tour de table avec Geneviève Ferron, directrice du développement durable de Veolia Environnement. Geneviève Ferron est également entrepreneur. C'est vrai qu'on connaît Veolia Environnement et puis ses milliers de salariés, mais vous avez fondé 2 entreprises au moins, Arez, la première agence de notation sociale et environnementale sur les entreprises cotées. Vous avez également dirigé Core Ratings, agence de notation extra-financière. Et puis je crois que même au sein d'Eiffage et puis des Veolia Environnement, vous dirigez les fonctions de développement durable. Eh bien, là aussi, vous pouvez largement parler et donner des conseils aux entrepreneurs qui ont des idées. Et ça passe toujours comment les rendre compatibles avec l'environnement. Enfin, Frédéric Ebling, merci d'être avec nous. Vous êtes directeur des affaires publiques de Carrefour. Alors, ce qui est bien, c'est qu'il n'y a pas besoin de présenter Carrefour. On y va tous régulièrement. Premier employeur privé en France, 150 000 personnes. Mais la forêt ne doit pas cacher l'arbre. Avant d'être dans une grande maison telle que Carrefour, vous avez créé vous-même une EURL dans le conseil aux entreprises. Et puis, je crois que même au sein de Carrefour, on peut retrouver ce sens de l'entrepreneuriat, des petites structures, vous allez nous en parler, qui sont très similaires à la réalité quotidienne des jeunes chefs d'entreprise que vous êtes. Alors, Monsieur Bautry de ADS est excusé, il devait être présent. Mais il n'a pu être présent car vous avez vu que le projet de fusion avec BAE et EADS est quelque peu compliqué. Et puis votre serviteur, Fabienne Lissac, directrice média corporate d'Eurotunnel. Eurotunnel, je crois que c'est le meilleur exemple quand même d'espoir, le meilleur message d'espoir pour les entreprises, parce que vous vous souvenez que c'est une entreprise qui a quand même eu quelques difficultés il y a 10 ans, qui s'est retrouvée au tribunal de commerce et qui est aujourd'hui bénéficiaire, qui recrute du monde dans sa filiale de fret ferroviaire. Donc ça donne de l'espoir, même quand vous croyez que vous êtes totalement dans l'impasse. Un chef d'entreprise avec des idées et une foi inébranlable dans son projet peut y arriver. Alors, j'aimerais commencer avec, en me tournant vers Guillaume Quéroux, parce que, je le disais, votre société très jeune connaît une croissance formidable, et souvent, les chefs d'entreprise ou les gens qui veulent se lancer dans un projet d'entreprise se disent, moi, je ne vais pas pouvoir, il me faut une idée géniale, je n'ai pas gagné le concours Lépine. Alors, vous qui avez réussi la création d'entreprise, vous qui conseillez encore énormément d'entrepreneurs. Guillaume Quéroux, est-ce que vous diriez vraiment il faut avoir gagné le concours Lépine, il faut vraiment rechercher ce Graal de cette idée technologique que tout le monde n'a pas en fait? Eh bien, ma réponse, et c'est un peu l'objet de la conférence, à cette question, c'est lancez-vous, n'ayez pas peur de vous lancer.
En 2004, quand j'ai créé Didaxis, j'étais en recherche d'emploi. Je n'avais pas fait d'école de commerce, je n'avais pas d'argent, j'avais 1 000 € en poche, je n'avais pas de compte en banque, je n'avais pas de réseau, et j'avais malheureusement pas l'idée géniale pour créer une entreprise. Et en plus de ça, j'étais dans une situation personnelle, ma copine m'avait largué. Bref, j'avais pas, et personne ne voyait à l'époque, en tout cas en moi, l'entrepreneur que je suis aujourd'hui, que je suis devenu. Et pourtant, voilà, je n'ai suivi qu'un seul conseil que m'a donné un vieil ami. Il m'a dit « Tu es jeune, lance-toi ». Eh bien, c'est déjà le premier conseil que je voudrais vous donner aujourd'hui. Même si vous n'êtes pas jeune, on est toujours jeune quelque part aussi, lancez-vous, et je crois que c'est vraiment l'important, c'est vraiment de sauter le pas. Autre question, effectivement, je vous torture encore un petit peu. Il y a des fonctions, même quand on est lancé, et puis il y a les débuts de l'entreprise, on dit le commercial, enfin encore que j'aille voir les clients, c'est rebutant, c'est rébarbatif. Quel conseil pratique vous donnez, Guillaume Quéroux, vous qui pratiquez les clients tous les jours? Alors, les conseils, c'est déjà, le client, sans client, il n'y a pas d'entreprise, c'est d'avoir le culte du client. Le client, c'est la priorité. Et ne vous lancez pas dans la création d'entreprise sans un premier client. Il y a des structures qui existent pour vous accompagner à développer votre activité, bien évidemment. Je vois certains qui sourient, qui voient à quoi je fais allusion. Mais surtout, ne restez pas seul. Soyez accompagnés. Faites simple. Et ne restez pas isolés. Et cultivez ce client-là. Cultivez l'écoute du client. Parce que si le commercial, c'est rebutant, découvrir un client, le suivre, l'accompagner et pourquoi pas lui offrir le service dont il a besoin, c'est une véritable aventure. Frédéric Gauthier, je rebondis sur l'univers de la technologie. Des clients, vous en avez, puisque Dassault Systèmes, c'est un chiffre d'affaires de 1,8 milliard d'euros. Et on préparait l'émission, vous me disiez, mais nous, on recommence tous les jours, on se réorganise. Alors, est-ce que ça, c'est une des recettes, une des leçons, un des conseils que vous donneriez à notre public? Comment ça marche chez vous? Je pense que dans un univers de haute technologie, si vous vous arrêtez définitivement. Donc vous n'avez pas le choix, il faut continuer sans arrêt, toujours être dans l'innovation. Il ne faut pas faire d'innovation pour de l'innovation, il faut faire de l'innovation parce que derrière, il y a des idées. Donc ce que je dirais, c'est que ce qu'il faut avant tout avoir, c'est un cap, c'est une vision, c'est peut-être pas la grande idée, mais au moins c'est une vision de là où on veut aller, des objectifs que l'on veut atteindre. Et effectivement, au fur et à mesure du parcours qui permettent d'abord de construire un plan et de le mener pour arriver là où on veut aller, sachant que ça se génère toujours. Chez Dassault Systèmes, on existe depuis 30 ans. Cette entreprise est partie avec une poignée de personnes qui ont eu l'idée de la 3D. On est parti. Et puis chaque dizaine d'années, on a une nouvelle vision des choses. Bon. Donc c'est quelque chose, c'est une espèce de cercle vertueux qui se reproduit. Et pour répondre plus précisément à votre question, nous, on pousse, entre guillemets, le vice, mais au-delà de ça, puisque chaque année, en dépit du fait qu'on ait des plans à 10 ans, des plans à 3 ans, un plan à 1 an, et on a même une granularité au niveau du quarter, du trimestre, chaque année, on remet en cause notre organisation et notre mode opératoire en fonction de nos objectifs. C'est-à-dire qu'on a ce qu'on appelle le 3O, donc objectif, organisation, opération, c'est tout simple. Et en fonction de ce que l'on sait que l'on va devoir atteindre et délivrer dans l'année, on réorganise l'entreprise, y compris en bougeant ses structures, de façon à se mettre dans les meilleures dispositions possibles pour atteindre cet objectif. Donc je pense que dans le monde de l'innovation, c'est absolument nécessaire de faire ça. Il faut chaque jour se remettre en cause. Ce n'est pas parce que vous êtes devenu une grande entreprise que vous allez le rester. Donc vous êtes dans une compétition, vous êtes dans une course. Et encore une fois, Dassault Systèmes, c'est quelques personnes qui un jour ont eu l'idée de créer la 3D, qui ont mis quelques économies, qui ont eu la chance d'être aidés par Serge Dassault. D'accord, ça aide, mais enfin, ils ont eu l'idée, ils ont mis leurs économies. Ils étaient combien, les détails je ne sais pas, parce que moi j'étais petit, j'y étais pas. C'était en 81, mais enfin, ils étaient une petite dizaine maximum. Et voilà, c'est devenu Dassault Systèmes. Donc je crois qu'il faut, encore une fois, avoir une vision. C'est très important d'avoir une vision et après de la structurer, d'avoir un plan pour savoir comment on va y arriver. Et après, je pense qu'on pourra y revenir. Il y a quelques questions simples à se poser pour pouvoir y arriver. Et comment on garde l'esprit pionnier? Parce qu'aujourd'hui, tout le monde rêve d'abord, souvent, de faire une start-up. Et vous, très, très paradoxalement, vous me disiez, mais on est une start-up. J'avais du mal à le croire quand je vois la dimension, l'ampleur qu'a pris Dassault Systèmes.
On est une grande start-up, voilà. Mais on est toujours une start-up. Oui, on est une start-up dans l'âme parce que, encore une fois, on pousse tous les jours les frontières de la technologie. Donc, si vous n'avez pas cet esprit start-up, quelle que soit la taille et la masse critique de l'entreprise, si vous ne gardez pas une certaine agilité, c'est pas possible de le faire. Donc, oui, on est une start-up dans l'âme, on le reste, et on a à la tête de l'entreprise des gens qui sont particulièrement innovants, créatifs et qui chaque jour se remettent en cause, quelle que soit leur fonction dans l'entreprise. Ça commence par notre patron Bernard Charles, mais c'est vrai aussi de tous les patrons des grandes organisations, que ce soit la R&D, les fonctions support, les fonctions commerciales, marketing et autres. Et d'ailleurs, je poursuis la discussion et j'invite les intervenants à rebondir à ce que disent leurs voisins. Et puis, il y aura bien sûr un temps de questions à la fin de cette conférence. Anne, nous sommes en pleine crise, ça n'a échappé à personne. Et c'est formidable de voir qu'il y a autant d'élan, autant de gens intéressés par la création d'entreprises. Vous qui conseillez énormément de sociétés, quels conseils vous leur donnez? Est-ce que quand on voit la crise, la récession, il faut baisser les bras ou... Non, je dirais que c'est exactement le contraire et pour plusieurs raisons. Alors tout d'abord, je voulais vous dire qu'aujourd'hui, j'ai la conviction absolue que l'avenir passera par 3 facteurs qui sont les entreprises, l'Europe et la jeunesse. Et en fonction de ces 3 critères qui sont fondamentaux pour la relance de la compétitivité, mais aussi pour rendre les gens heureux, je pense qu'aujourd'hui, il faut de l'énergie, de l'élan et que malgré, je dirais, la crise, et au contraire, parce que nous sommes dans un cycle bas, nous devons avoir envie de créer une entreprise parce que c'est un risque à prendre et un risque qui est beaucoup moins important que l'ensemble de ceux qui vont de toute façon arriver et qui va peut-être nous permettre de traverser ce cycle très difficile, qui va peut-être nous permettre, grâce à l'enthousiasme et surtout parce que l'entreprise est une des dernières grandes aventures collectives et que parce que c'est une aventure collective, ça veut dire que c'est une aventure humaine et qu'ensemble, on réussit toujours mieux à traverser une guerre que lorsqu'on est tout seul. Donc je rejoins un peu ce que disait Guillaume Quéroux tout à l'heure. Il le disait avec beaucoup de modestie, mais je pense qu'il faut effectivement beaucoup d'enthousiasme. Il faut également avoir une idée, une première idée qui vous permette, si vous voulez, d'arrimer votre entreprise à un projet d'avenir. Et Fabienne, pour revenir sur ce que vous disiez, je pense que cette crise qui est gravissime et qui va probablement se renforcer dans les mois à venir, doit au contraire vous inciter à vous lancer dans la bataille. Parce que dites-vous bien que les batailles peuvent être perdues, mais la guerre est loin, elle, de l'être. Et puis vous conseillez, vous évaluez les chances, les enjeux des sociétés que vous conseillez chez Fair Value. J'imagine que ces entrepreneurs ou ces futurs entrepreneurs évaluent les risques. À quel niveau on décide, oh, là je peux y aller, je peux pas y aller? C'est-à-dire cette aversion au risque, finalement, alors on dit en France, mais non, en France on ne sait pas faire. C'est pas vrai, il y a la fibre entrepreneuriale, elle est là, sinon il n'y aurait pas autant de gens qui fréquentent ce salon, et puis on le voit quand même dans les créations d'entreprise. Mais quand même, est-ce que la version au risque, souvent on dit en France, on serait plus craintif. Vous y croyez, vous? Non, je pense qu'au contraire, on a un tissu magnifique. En France, dites-vous bien que les PME et les TPE constituent, pardon messieurs qui êtes tous des représentants de très grands groupes, mais les PME et les TPE représentent plus de 80% du tissu conjonctif. Et qu'aujourd'hui, l'économie française, elle est représentée par des fleurons comme, je dirais, Carrefour, comme Dassault, comme Didaxis ou comme d'autres, comme Madame Ferron qui est chez Veolia. Mais clairement, vous avez aussi aujourd'hui ce tissu qui nourrit, qui hydrate la France, qui permet aussi des centaines de milliers d'emplois d'être créés et qui permet aujourd'hui peut-être aussi à la France de maintenir son niveau sur la scène internationale. Donc si vous voulez, moi je dirais qu'au contraire, je rends un hommage, mais grandissime, à tous ces entrepreneurs français, qu'ils soient jeunes, moins jeunes ou plus âgés, parce qu'aujourd'hui, je pense que le défi démographique fait qu'on n'a pas d'âge et qu'on n'a pas d'âge pour pouvoir créer une entreprise. Voilà. Frédéric Ebling, vous êtes à la tête de la direction des affaires publiques de Carrefour. Autant dire que tous les problèmes vous remontent, on a bien compris. Oui, je remercie les clients dans la salle de faire signe en sortant, qui sont nombreux. Et alors, on discutait et vous me disiez, la notion d'alliance, elle est centrale au cœur de l'entreprise. C'est marrant, moi je ne le voyais pas comme ça, parce que quand on est entrepreneur, on veut mener à bien son projet, on a l'impression qu'on est tout seul, on bute contre tous les concurrents. Il y a déjà eu des gens avant nous, il y a les administratifs qui vous disent il y a tel cadre, etc. Donc, est-ce que vous pouvez développer sur la notion d'alliance, comment les chefs d'entreprise doivent l'appliquer ou D'abord, dans un premier temps, je voudrais m'excuser d'être là parce que cette table ronde s'annonçait conseil pratique d'entrepreneur à succès. Comme je ne suis pas un entrepreneur à succès, j'ai cru qu'il y avait une erreur de casting et puis en fait, on s'en est expliqué. Le président avait bien
bien voulu m'inviter. Et je voulais justement, pour répondre à votre question, Fabienne, dire que je crois que ce qui peut être valable dans la vie, Anne vient de le dire, c'est il faut avoir envie. Il faut renoncer à rien. Alors vous allez dire c'est des banalités. Il faut surtout rien exclure. C'est le meilleur moyen de s'autoriser tout. Et puis à partir de là, la vie n'est pas seulement un combat, n'est pas seulement aller gagner des parts de marché. Vous allez dire pour un commerçant comme Carrefour, c'est peut-être pas toujours la vérité, mais avant tout, chaque commerçant, chaque vendeur est avant tout un vendeur qui veut plaire, qui veut répondre à un vrai besoin. Il ne l'invente pas. Le jour où le besoin s'arrête, le vendeur n'existe plus. Il y a une forme aussi d'empathie, de bonne entente. D'ailleurs, moi, je dis souvent, apprenez à écouter pour vous entendre, et dans le sens le plus large que c'est. Fabienne n'a pas dit, mais il s'est trouvé que j'ai fait un peu de politique et j'ai fait un peu de cabinet ministériel dans les années antérieures. Donc c'est peut-être ceci aussi qui m'a donné le goût à la chose publique. Mais j'étais aussi entrepreneur. J'ai créé une URL justement sortant d'une grande entreprise d'audiovisuel parce que j'avais un projet, parce que j'avais un client aussi, il faut reconnaître. Je l'ai accompagné et puis je suis repassé à autre chose. Je suis retourné dans la haute fonction publique parce que le besoin n'était plus créé. Mais je voudrais revenir effectivement au phénomène. C'est pas le combat. Faut avoir de vraies envies. Faut renoncer à rien. Faut envisager toutes les alliances possibles. L'adversaire du moment est un concurrent, c'est pas un ennemi, et en plus il peut être l'allié de demain quand il est une entreprise, crée des alliances. Moi maintenant je suis lobbyiste dans une grande entreprise du CAC 40, c'est pas la guerre tous les jours avec nos concurrents, avec nos amis, et notamment avec les PME ou les très petites entreprises qui sont aussi nos fournisseurs. Oui, c'est vrai, il y a Carrefour City, vous me disiez, il y a des structures en fait. Carrefour, c'est pas seulement le grand vaisseau amiral, il y a des structures où en fait les gens qui ont le son de l'entreprise peuvent totalement se retrouver être autonomes. Oui, d'ailleurs là je ne sais pas si certaines ont le goût de devenir franchisés ou de gérer une petite supérette, vous voyez, avec les 4 salariés au coin de la rue, et c'est très intéressant. En dehors donc des 150 000 salariés que nous avons intégrés dans notre groupe, nous avons quantité, vous connaissez ces enseignes, et ce sont des PME avec une ou un chef d'entreprise. Et on travaille avec des PME, on voit même des URL tous les jours en termes de conseils, de fournisseurs, parce que c'est la vraie vie du tissu économique de notre pays. On parlait il y a un instant de crise économique, de difficultés, de cadres législatifs qui changent souvent et hélas pas toujours dans le bon sens. Alors Geneviève Féron, vous qui avez ce regard, cette réflexion, même sur la société au sens large, et vous me disiez en préparant cette conférence que vous voyez que les modèles économiques changent grandement. À la lumière de vos études, de votre réflexion, dans ce contexte où tout s'essouffle, où les relations sont tendues, personnel, la concurrence aiguise, etc. Quelle suggestion, quel conseil donnez-vous à ceux qui nous écoutent ? Si votre micro veut bien fonctionner. Il veut bien fonctionner. Oui, alors je vais vous apporter un regard depuis ma plateforme de réflexion et d'observation qui est le développement durable, qui n'est pas une potion magique, qui n'est pas une tarte à la crème, qui est juste le cadre structurant dans lequel on va se mouvoir. Et finalement, c'est une bonne nouvelle parce qu'on est à l'aube vraiment d'une nouvelle civilisation industrielle. Enfin, industrielle, il faudra trouver d'autres. Les industries du futur, elles sont absolument passionnantes parce qu'on va vivre dans un monde plus contraint, enfin en tous les cas plus contraint au niveau des ressources qui sont à notre disposition. Il va falloir partager intelligemment parce que la question de gouvernance mondiale, elle est quand même très prégnante. Et les points d'entrée du développement durable, c'est soit à des mailles géostratégiques, c'est-à-dire c'est l'Europe, ça je suis complètement d'accord, c'est l'Europe, c'est l'Amérique du Nord, c'est des grands continents, ou ce sont des mailles locales. Donc je crois énormément à l'ancrage territorial de toutes ces micro-entreprises qui vont devoir réinventer un tissu en prenant en compte les nouveaux modèles économiques. Alors vous avez entendu parler peut-être d'économie circulaire, c'est-à-dire quitter cette approche peut-être linéaire que l'on a de l'économie, qui était de prélever, de transformer, de fabriquer et de rejeter. Je prélève, je transforme, je fabrique, je rejette. Et d'être dans une approche circulaire, c'est-à-dire plus intelligente, parce que c'est simplement être plus intelligent, plus résilient, être capable de créer de la valeur avec les ressources dont on dispose, à la fois ressources naturelles et ressources d'un territoire, et d'avoir un regard en zoomant sur, dans cette région, qu'est-ce que je peux faire.
Et il y a des nouveaux outils de navigation à créer pour l'écologie industrielle, l'économie circulaire. Ça suppose un regard, entre guillemets, plus solidaire, au sens, si le déchet de l'un devient la ressource de l'autre, c'est quand même se préoccuper de ce qu'est le métabolisme local en termes de consommation, de besoins, de pouvoir d'achat, de démographie. Et on voit qu'on a une capacité très forte à revitaliser des territoires qui autrement étaient probablement condamnés. Et je crois beaucoup à la dimension environnementale, notamment sur le prisme énergétique. Il faut retrouver de l'autonomie énergétique par tous les moyens. Il faut retrouver aussi de la cohésion sociale. Peut-être réinventer des modèles d'entrepreneuriat sociaux qui sont des très beaux modèles. Ça ne veut pas dire qu'on meurt de faim quand on est entrepreneur social, très loin de là. Et avoir ces lunettes-là, chausser ces lunettes-là, c'est peut-être essayer de faire un pas de côté pour être finalement très innovant. C'est ça, le développement durable porte les germes de l'innovation. Donc c'est pas quelque chose c'est pas quelque chose de coercitif ou d'intrusif. C'est profondément innovant. Et quand vous regardez, d'ailleurs, quand vous avez et ça concerne tout le monde, du micro-entrepreneur jusqu'à la très grande entreprise. D'ailleurs, les très grandes entreprises, je disais avec mon voisin, on est des constellations de PME. Et je suis frappée de voir ce que soit chez Eiffage, je suis passée au Veolia Environnement. Quand vous voyez de loin, vous avez l'impression de voir un navire amiral, un porte-avions, et puis quand vous approchez, vous voyez en fait des flottilles. Et l'esprit de PME est très très fort. Et ces gérants de PNL, parce qu'ils gèrent un PNL, ils doivent aussi se remettre en cause. Quand le client envoie clairement un signal que c'est plus comme ça que je veux faire, il faut absolument s'adapter et ne pas être arrogant. Donc le péché d'arrogance, il est, à mon avis, encore plus important dans la grande entreprise qui est peut-être plus installée dans du confort. Mais alors pour un micro-entrepreneur, oui, le client, l'esprit pionnier, soyez innovant. Bon, moi, pour ce qui me concerne, les entreprises que j'ai créées, c'était vraiment innovant, peut-être un peu trop, mais elles existent toujours, donc quand même, elles avaient leur raison d'être. Elles existent toujours. Je dirais que c'est plus un succès d'estime, mais la notation sociale environnementale a justement montré qu'il y avait un besoin d'évaluation de la performance des entreprises par rapport à des risques sociaux, environnementaux, de gouvernance qui n'étaient pas analysés par le marché et qui pouvaient faire perdre de la valeur à des investisseurs. Voilà. Non, mais c'est intéressant parce qu'on croit que le chef d'entreprise il est simplement cantonné entre le compte des résultats, l'IFRS. C'est bien les soucis pratiques, il faut faire tout ça, son bilan, etc. Mais la réflexion de Geneviève Ferrand, je trouve, est franchement intéressante parce que lorsqu'elle parle d'économie circulaire, vous me disiez, j'avais jamais remarqué qu'entre les animaux et les hommes, il y a une grande différence. Et tout ça, je voudrais revenir sur l'exemple de Renault. C'est-à-dire, il y a des sociétés qui finalement, et donc c'est des idées pour le futur, qui font des activités, des business. Comment faire pour qu'il n'y ait pas de déchets? J'aimerais que vous développez là-dessus. Oui, c'est-à-dire que une réflexion toute bête, l'espèce humaine est la seule espèce qui ne produit pas des déchets bionourriciers. Dans la nature, tout est absolument recyclé. Alors vous allez dire, ça y est, elle est partie pour nous faire le grand éloge. Mais en fait, c'est cette réflexion de base qui conduit à dire, mais pourquoi est-ce qu'on peut pas on peut pas s'inspirer de ces mécanismes, d'avoir une réflexion sur le biomimétisme, et puis ces réflexions de dire, mais je réduis au maximum, ou je fais en sorte que le déchet retrouve une vie, ou devienne une matière secondaire, et retrouve une autre vie dans un autre produit. Et il faut penser très en amont, et vous avez l'automobile. Oui, bien sûr, l'automobile a réussi à des progrès énormes en matière de recyclage de tous les composants. Il y a encore énormément de chemin à faire, mais l'automobile est une entreprise extrêmement sous pression. Alors, parce que plus sous pression que l'automobile, c'est très difficile à imaginer, mais on voit qu'il y a eu de l'innovation, même pour les moteurs, quand on leur a demandé de réduire les grammes de CO2 par kilomètre, on a dit on n'arrivera jamais à descendre au-dessous de 150, 140. Et maintenant, on voit bien qu'on y arrive. Et c'est un vecteur d'innovation. Et plus on va mettre de la pression sur l'innovation environnementale dans le sens, justement, d'améliorer les performances énergétiques, de recyclabilité des produits, plus on fera la course en tête, parce que c'est ça le cadre structurant dont je vous parle. On vivra dans un monde plus contraint. Donc, investir dans cette innovation-là, c'est, à mon avis, être vraiment les compétiteurs de demain. Et je pense que l'Europe, en particulier, n'a pas de choix. On n'a pas de ressources, on n'est plus très jeune, d'un point de vue, je dirais, général. Démographique. Donc, matière grise, et allons-y, et jouons une carte collective. Parce que ce n'est pas le petit pôle de compétitivité qui sera perdu, fin fond. Il faudra jouer collectif. Et voilà, pour l'illustrer, je voyais que Renault, qui a adopté vos idées en quelque sorte d'économie circulaire, a créé une structure dédiée uniquement à comment on fait pour réduire les poubelles du monde. On peut faire des voitures sans qu'il y ait des déchets derrière nous. Et donc ça, c'est un nouveau business de 200 millions de chiffre d'affaires aujourd'hui. Renault a soutenu la fondation Hélène MacArthur,
qui est une navigatrice que peut-être d'aucuns connaissent, qui est vraiment maintenant la porte-parole de l'économie circulaire. Et il y a effectivement des réalisations très intéressantes. Et tout n'est pas accessible, mais en tous les cas, je peux vous dire que c'est une source d'inspiration extraordinaire. C'est-à-dire qu'on peut alléger notre empreinte environnementale sur cette planète et que ça peut être source aussi de création d'entreprises. Alors je reviens à l'actualité de la semaine parce qu'on connaît Guillaume Quéroux comme entrepreneur et puis on l'a découvert ces derniers jours comme pigeon. Je ne sais pas si vous avez vu qu'il y a ce mouvement qui est arrivé. Ce n'est pas une fronde pour faire parler de soi, c'est qu'il y a des vrais enjeux avec de nouvelles mesures qui étaient apparues et qui risquent de rendre la vie quand même du chef d'entreprise assez difficile. Alors un petit mot Guillaume Quéroux quand même pour parler combien d'entreprises en France, qu'est-ce que ça représente les petites sociétés, les TPE, vous qui connaissez bien ce tissu industriel. Et puis, peut-être un petit mot, voilà, comme pigeon, qu'avez-vous à dire? Donc, c'est vrai que finalement, ce mouvement a permis de faire la lumière finalement sur qui étaient les entreprises françaises. Et on s'est aperçu qu'il n'y avait plus simplement les 40 entreprises que nous connaissons tous, qu'il y avait des PME et même des start-up. Et pire, elles étaient dirigées par de jeunes entrepreneurs, j'en suis la preuve. Et finalement, voilà, c'est le tissu dont parlait Anne tout à l'heure. C'est ce tissu entrepreneurial, ce sont 98,5% d'entreprises qui ont moins de 20 salariés. Voilà, c'est ça l'entreprise française. C'est quasiment que des entreprises de moins de 20 salariés. Après, il faudra, justement, l'idée de ce mouvement, c'était de dire, ne tuons pas toutes ces entreprises, laissons-les grandir, laissons-les pousser, ne les asphyxions pas avec des taxes et des impôts qui viennent d'être votés, laissons-les innover, laissons-les exporter. Parce que, si on revient sur les mesures sur lesquelles a cristallisé l'action des pigeons, où vous sentiez les uns et les autres que l'élan créateur, l'enthousiasme des chefs d'entreprise allait être stoppé net. Précisément, si on parle de mesures fiscales, comment, vous qui avez un petit peu suivi le dossier, sans aller dans le détail, qu'est-ce qui vous paraissait Non, mais après, il y a des exemples, mais c'est vrai que la plus-value sur la revente d'une entreprise qui passait de 35 à 60%, c'était un petit exemple, mais c'était confisquer finalement le fruit du travail d'un entrepreneur qui a pris les risques et qui au final n'est plus rémunéré pour ce risque-là. Alors c'est sûr que ça peut paraître trop pour certains, mais ce qui est trop, c'est ces entreprises qui vont créer à l'étranger, parce que si on ne leur donne pas en France le terreau pour grandir, pour se développer, pour créer des emplois, où vont-elles le faire? C'était ça la question surtout. C'est vrai, on voit des milliers de personnes quitter, en tout cas menacées de quitter la France parce qu'il y a un carcan administratif, réglementaire. Anne Mazolier, vous avez également suivi de près ce mouvement des pigeons. Auquel j'ai adhéré. Ok, vous avez adhéré. C'est une spécialité française de se flageller, de se tirer soi-même une balle dans le pied. Qu'est-ce qui se passe en ce moment pour que les chefs d'entreprise ont l'impression qu'ils sont la bête noire du gouvernement? Écoutez, je ne pense pas qu'ils soient la bête noire du gouvernement, mais je pense qu'il y a un déficit de connaissance de l'entreprise en France qui est quand même, je dirais, culturel, historique. Et qu'il y a aussi une défiance envers l'entreprise qui n'est pas normale, dans la mesure où une entreprise, encore une fois, c'est véritablement une construction, un projet d'avenir, qu'il y a des bonnes et des mauvaises entreprises, mais je dirais comme il y a des êtres humains intéressants et d'autres qui le sont moins. Mais en France, on a vraiment une stigmatisation de l'entreprise, je dirais, qui est due peut-être aussi à notre historicité, au fait qu'on a toujours vu l'entreprise par le prisme de la lutte des classes, alors qu'en fait, aujourd'hui, nous sommes beaucoup plus, encore une fois, dans un collectif. Et je crois, moi, fondamentalement, dans le rôle extrêmement sociétal de l'entreprise, c'est-à-dire pas seulement pour favoriser la cohésion sociale, mais véritablement pour pouvoir donner un projet d'avenir à tous. Et je suis au contraire convaincue que notre rôle à nous, dans nos métiers de lobbying, c'est d'aller convaincre les autorités du bien fondé
et de la valeur ajoutée de ces entreprises et de faire en sorte, si vous voulez, qu'ils ne les diabolisent pas plus qu'elles ne le sont. Donc effectivement, je pense que ce n'est pas une question de gauche ou de droite, parce que je crois qu'il y a surtout un problème de méconnaissance et qui doit être réglé dès l'éducation première, c'est-à-dire qu'il faudrait que dans les écoles, il faudrait qu'à l'université, il y ait véritablement des passerelles entre l'entreprise et les jeunes. C'est pour ça que je vous disais tout à l'heure que si les jeunes ne sont pas convaincus, l'entreprise ne survivra pas. Donc il faut ne pas leur couper les ailes lorsqu'ils ont la volonté, le courage, parce que ce qu'on n'a peut-être pas dit non plus quand même depuis le début, on a parlé beaucoup d'enthousiasme, d'idées, de vision, de clientèle, très bien, mais il faut être courageux. Et de toute manière, vous n'avez pas le choix. Vous n'avez pas le choix parce que ce qui est en train d'arriver fait de vous, chacun, des êtres extrêmement courageux. Parce que pour pouvoir survivre par les temps qui courent, l'entreprise sera un moyen, mais ne sera pas une fin. Donc c'est pour ça que je crois fondamentalement que ce n'est pas un problème de gouvernement, c'est un problème tout simplement de communication aussi, et qu'il faut aller expliquer et regarder. Du reste, le résultat ne s'est pas fait attendre. Je pense qu'il faut continuer, parce qu'il ne faut pas en rester là. Mais c'est une question de pédagogie et de communication. Frédéric Ebling, chez Carrefour, je crois que c'est comme chez Total. Souvent, on est habitué à être taxé de je ne sais quelle malveillance. Et régulièrement, quand Total fait des profits, alors parfois, il y a des vrais sujets où Carrefour, souvent, est incriminé. Je veux dire, est-ce que cette opposition entre petites entreprises et grandes entreprises, vous croyez qu'elle est réelle? Ou au contraire, les chefs d'entreprise ou ceux qui sont porteurs d'un projet d'entreprise devrait prendre exemple sur des grandes sociétés comme les vôtres? Vous êtes dans le même bateau finalement ou... Le problème de la distribution du commerce, enfin de la grande distribution, c'est elle qui est stigmatisée. Qui plus est, lorsqu'on est le premier, alors c'est un scandale alimentaire, un scandale social, un scandale fiscal, même une cliente qui glisse sur une feuille de salade, ils vont au siège de Carrefour pour faire un 20h, faire 3 minutes et dire... Il n'y a que la salade qui dit rien. Et puis ils couvrent un peu les assemblées générales parce que les résultats ne sont pas là, etc. D'ailleurs, c'est le paradoxe, c'est que... Et je refais à la fois le parallèle avec le politique, c'est que en règle générale, le citoyen français, il n'aime pas la politique et les politiques. Diabolisés, ils s'en mettent plein les poches, ils ne s'occupent pas de nous, ils ne nous aiment pas, etc. Alors que la plupart des citoyens, électeurs, administrés que nous sommes, on aime bien notre politique, quelle que soit sa couleur. Monsieur le maire, monsieur le député, on le connaît, il est à notre disposition, il nous écoute, il nous entend. Et là, on est un peu dans la même relation. Nous, grands groupes de distribution, enfin les grands groupes, parce qu'on est quelques-uns en France, mais qui apportent beaucoup de richesses comme Aspi, qui salarient des gens et qui travaillent avec d'autres entreprises, sont stigmatisés. Et pour autant, au coin de la rue, vous allez dans une enseigne qui peut s'appeler Shopee, qui peut s'appeler le Petit Casino, qui peut s'appeler, et le gérant, l'entrepreneur en tant que tel, vous l'aimez beaucoup parce qu'il vous rend service, parce qu'il est là, parce qu'il vous sourit, parce qu'il vous dit bonjour, la caissière est sympa, et c'est la vraie fracture, quoi. C'est un vrai problème. Et évidemment, nos dirigeants, et puis, moi j'ai évolué dans une famille politique avec ces dirigeants politiques-là, mais je pense que c'est le cas de tous, notamment, je ne reviendrai pas sur leur formation un petit peu voilà, pas très diversifié, pour pas dire trop de mal. Ces dirigeants, quoi qu'il arrive, lorsqu'ils arrivent au pouvoir, ils ont les mêmes réflexes, ils ont la même lecture, ils s'appuient sur les mêmes conseillers qui ont le même ADN. Donc, il y a vraiment un gros travail. Tu voulais parler d'une grande école? Oui, je en 3 lettres. Non, mais c'est une école qui prône, c'est une école qui prône des carrières avec des classements. C'est une école qui, déjà d'entrée, prône le classement elle-même et s'intéresse pas et sur le quant à soi, s'intéresse pas à des projets qui font vraiment vivre l'un et l'autre, l'un avec l'autre. Un autre sujet, j'aimerais parler d'Assosystèmes parce que on a l'impression que c'est une boîte d'ingénieurs, l'innovation, oui, vous êtes totalement brillant, connu pour ça. Mais est-ce que ça suffit? Est-ce qu'un chef d'entreprise dit moi je vais tout mettre sur la R&D? Vous me parlez en tant que DRH Europe, je crois qu'effectivement la ressource humaine a un rôle non négligeable dans ce succès d'Assosystèmes. De toute façon, l'innovation, c'est 2 facteurs, hein, c'est de la technologie et de l'humain. Je vois certains d'entre vous là qui êtes en train de jouer avec des petits smartphones, faire des photos.
C'est exactement ça. C'est-à-dire qu'en fait, une technologie pour une technologie, ça sert à rien. Une technologie doit être adossée à des usages. Ce que vous achetez, c'est pas une technologie, c'est un usage. La technologie vous permet de réaliser cet usage. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, vous avez tous des téléphones qui servent à faire tout, sauf peut-être parfois téléphoner, parce que vous avez un téléphone plus simple pour téléphoner. Bon, voilà, on est au cœur de la problématique. Donc effectivement, les ressources humaines sont absolument capitales. Dans les entreprises d'Assosystèmes, dans des entreprises qui ont le même type de profil de personnes, on a des gens qui ont une très forte personnalité et qui ne sont pas du tout clonés. Hein. C'est tout à fait l'inverse, parce que justement, ce qu'on cherche à faire, c'est, puisqu'on est là pour réaliser en quelque sorte des plateformes d'expérience, hein, pour permettre de nouveaux usages, créer de nouveaux usages, parler à des publics différents, pas qu'au monde de l'entreprise, hein, mais à des gens du monde de l'éducation. Enfin, pour certains d'entre vous, si vous avez vu sur Planète ce qui est passé là sur la naissance de la ville de Paris et son évolution jusqu'à aujourd'hui, c'est typiquement le genre de choses qui sert au monde de l'éducation. On travaille pour la recherche médicale, on peut travailler pour du monde associatif, on travaille aussi beaucoup sur les problématiques de développement durable. Donc il n'y a pas que le business pour le business. Et tout ça, ça n'est possible effectivement parce que vous avez derrière un humain qui est extrêmement fort et qui est là pour être le driver numéro 1 de l'entreprise, celui qui fait que l'entreprise est ce qu'elle est. Donc oui, c'est passionnant d'être DRH dans une entreprise comme ça, parce que vous êtes confronté à des problématiques qui ne sont pas que des problématiques super arides, techno, toute la journée, mais derrière cette technologie, vous avez des hommes, vous avez des femmes. D'ailleurs, je profite pour passer un message. D'assosystèmes recrute et aimerait bien recruter beaucoup de femmes ingénieurs, parce qu'on a une pyramide des sexes, en dépit de tous nos efforts, qui est un peu déséquilibrée. Et justement, enfin, c'est mon propos, c'est aussi de vous dire que la différence est quelque chose de clé chez nous, parce que si on n'a pas assez de femmes et de sensibilité féminine dans nos équipes, on risque de passer à côté de quelque chose. Donc cet équilibre des générations, cet équilibre des sexes, cet équilibre des cultures est extrêmement important dans une entreprise comme Dassault-Systèmes. Je crois qu'on a plus de 150 nationalités différentes dans l'entreprise. Voilà. Et autre conseil à donner à ceux qui nous écoutent, quid de la volonté, vous qui travaillez au contact d'un grand patron, Bernard Charlès a apporté Dassault-Systèmes sur les fonds bâtiments, vous avez travaillé avant chez Pernod Ricard, chez BIC, et je crois que même dans votre famille, votre oncle était chef d'entreprise. Quel est le point commun que vous retrouvez? Qu'est-ce que ça veut dire? J'y crois. Est-ce que c'est ça le préalable pour être un chef d'entreprise qui a réussi? C'est une question difficile, mais je dirais que ce qu'ils ont tous en commun, c'est d'être capable à un moment donné de challenger le status quo, comme on dit. Bon, il y en a d'autres qui disent think out of the box, ça veut dire à peu près pareil. Ça veut dire à un moment donné être capable de voir que le sentier bien balisé n'est peut-être pas le meilleur pour arriver là où on veut aller. Encore une fois, ça suppose d'avoir une vision, parce que si vous prenez un autre chemin que celui qui semble être tout tracé, pour autant, il ne faut pas en oublier le cap et là où vous voulez aller. Mais effectivement, c'est cette capacité à un moment donné à être suffisamment visionnaire pour voir que le chemin à prendre n'est pas celui qui paraît le plus évident. Autre question, Geneviève Ferron. Et comment il faut manager d'après vous, les entreprises dans le contexte actuel, alors qu'il y a des modèles économiques qui souvent ont été bâtis il y a 50 ans? Les écoles de commerce, elles sont très très fortes. Mais enfin, est-ce que franchement, les cours de gestion, de management ont beaucoup changé ces 20 dernières années? On ne l'entend pas. Et pourtant, le contexte, l'environnement change énormément. Est-ce qu'il n'y a pas un hiatus qui fait que c'est de plus en plus difficile pour le chef d'entreprise? Alors, les choses changent quand même très très lentement. En vous écoutant, moi je me faisais la réflexion, là on va passer en mode BD en 3 dimensions. Quand j'ai créé Arez en 96-97, je revenais de San Francisco, parce que j'ai eu cette idée moi à San Francisco, parce que j'ai pu rentrer en contact de fonds de pension californiens qui étaient décrits en France comme des requins blancs. Et moi j'étais vraiment jeune, je leur ai demandé toc toc, est-ce que je peux vous voir, j'ai une idée fabuleuse. Donc je suis partie gonfler, j'ai fait mon business plan de mon entreprise et j'avais l'impression de rentrer en France seule dans un avion vide pour créer une entreprise et de croiser un avion plein de jeunes Français voulant créer leur entreprise à la Silicon Valley. Et à un moment, je me suis vue vraiment dans cette situation en me disant mais qu'est-ce que je vais aller créer une entreprise en France sur ce sujet-là? Et en fait, quand vous parliez de penser à côté, oui, il faut penser un petit peu à côté. Il faut vraiment croire en soi. Et je dirais que c'est quasiment autobiographique, mais il faut une bonne dose d'inconscience. Après, sur le changement dans les écoles de commerce, je ne vois pas énormément de changements.
Je ne vois pas énormément de changements. Je pense même que finalement, on est de plus en plus sensible. On est de plus en plus sensible aux diplômes et les bonnes écoles, mais malheureusement, le recrutement dans les écoles, je ne suis pas sûre que l'ascenseur social fonctionne encore. Quand on regarde le pourcentage des personnes qui sont en sort diplômées des écoles, vraiment, est-ce qu'on est sûr d'avoir embarqué tout le monde? Ça, je ne le crois pas. Donc il y a quand même au final une perte de diversité dans les écoles de commerce et les écoles d'ingénieurs. Alors il faut probablement aussi rompre ce dogme sacro-saint de dire on peut créer une entreprise que si on sort d'une grande école et revaloriser les enseignements techniques, les enseignements professionnels. Et ça, je trouve qu'on n'a pas beaucoup avancé en France là-dessus. Et c'est assez dramatique parce qu'il y a une vitalité et une diversité dans ce terrain, dans ce terreau qui est exceptionnel. Mais on reste encore dans une hiérarchisation quand même des compétences et des élites qui me paraît, à mon avis, mortifère. C'est vrai que la diplômite en France, quand même, fait encore des ravages. Il paraît qu'à Londres, il y a 400 000 Français, tandis que tu auras seulement quelques dizaines de milliers d'Anglais à Paris. Alors, en tant que responsable d'Eurotunnel avec le Shuttle qui fait 400 trains par jour, je m'en réjouis, bien sûr. Il y a beaucoup de trafic dans un sens ou dans l'autre. Mais c'est vrai qu'on peut se demander qu'est-ce qui ne va pas en France. Est-ce qu'il ne faut pas être fou pour entreprendre en France? Frédéric Ebling, vous qui connaissez à la fois le milieu politique, vous avez été conseiller de Jean-Louis Borloo au cabinet de M. Douste-Blazy lorsqu'il était ministre, et puis vous connaissez bien sûr le monde de l'entreprise, aujourd'hui chez Carrefour, avant chez Canal+. Et est-ce que c'est tout simplement pas le fait que les chefs d'entreprise ne sont pas écoutés dans les élites, dans les lambris de l'État? On souffrerait de ça, ou vous voyez d'autres raisons? Et puis surtout, comment avancer? Quels conseils donner à ceux qui doivent aller taper à la bonne porte, comme Geneviève Ferron? Ma voisine, ma chère Anne, est là pour conseiller essayer peut-être d'arranger les choses et de mettre en phase à la fois nos édiles, nos politiques et nos chefs d'entreprise. Non, mais je reviendrai. Bon, d'abord, vous avez cité quelques personnes. J'ai eu la chance, mais il se trouve que je les avais choisis en toute modestie. Mes patrons politiques étaient des ministres assez créatifs, que ce soit Douste à la culture ou Jean-Louis Borloo, que certains connaissent un peu. Ils sont quand même très, très créatifs, et notamment Jean-Louis Borloo est aussi un homme qui connaît très bien l'entreprise et qui a utilisé, lui, tous les chemins de traverse. Alors, je ne veux pas faire de la politique, hein, même en prenant des risques, en allant à Valenciennes, etc. Et il a ouvert des voies. Et il a pris des portes dans le nez, mais bon, vous allez dire, il est angélique parce qu'il a une carrière un peu bizarre et que tout va bien pour lui. D'abord, tout va pas bien pour moi. J'ai changé 12 fois d'employeur dans ma vie. Alors, je suis âgé, ça peut-être ceci explique cela. À chaque fois, j'ai démissionné aussi. Donc, il faut avoir un peu d'audace, surtout lorsqu'on a des enfants, qu'on a une famille. La famille autour dit, il est complètement dingue. Mais cette folie, elle vous permet justement d'emprunter les chemins de traverse, d'aller butiner, de prendre des risques, de rencontrer de nouvelles personnes, des nouveaux marchés d'ailleurs pour vous qui voulez entreprendre, et puis d'assumer des erreurs, parce que les erreurs, elles construisent. Si on a un minimum de cerveau, ce qu'on a tous là, individuellement et collectivement, on doit pouvoir analyser le pourquoi de cette petite erreur, parce qu'on n'était pas là, c'était pas le bon moment. Avoir raison trop tôt, c'est une erreur. Hein. Moi, j'ai bossé dans une boîte qui était dirigée par Jean-Marie Messier. Il avait raison sur tout, mais sauf qu'il avait 20 ans d'avance, il s'est planté. Enfin, il a aussi planté ses salariés, ses actionnaires. Mais voilà. Mais donc, faut l'accepter, puis on rebondit, puis hop, on prend le petit chemin à côté. Et je dis pas ça pour vous perfuser et dire ouais, c'est génial, on va se lancer, on va aller dans tous les sens, mais je le crois profondément. Et puis, ce serait presque une conclusion. Puis je crois que c'est une grande source de bonheur à la fois personnel et de bonheur collectif. Je crois que ça peut être un principe aussi de vie. C'est peut-être pas la réponse que vous attendiez. Si, mais tout est intéressant. Je trouve que les parcours, les expériences des uns et des autres, ça donne des idées et on les interprète en fonction de la situation où on est. Anne Mazoyer, je le disais, vous avez repris les rênes familiales d'une entreprise à 23 ans. Et est-ce qu'il y a un âge pour se lancer? Peut-être vous ne l'aviez pas choisi, je ne connais pas les détails. Mais finalement, rétrospectivement... Moi, je n'avais pas le choix. Donc, de toute façon, il fallait que je la reprenne parce que malheureusement, mon entourage familial n'existait plus. Donc, je n'allais pas laisser 50 personnes
personne livrée à elle-même. Donc non, je pense qu'il n'y a pas d'âge. Chaque histoire est différente, chaque trajectoire est différente. Je pense qu'il y a certains individus qui ont une maturité pour créer une entreprise plus tard que d'autres. Je pense que surtout, ce qui est très important, c'est la motivation. C'est la motivation à vous lancer, c'est la motivation à vouloir créer un projet, encore une fois. Je pense qu'aujourd'hui, plus que jamais, vous avez la possibilité de le faire, et ça peut paraître totalement paradoxal, ça peut vous paraître complètement fou, mais c'est la vérité. Les plus belles opportunités se passent toujours dans des situations de crise comme celle que nous la vivons. Il faut simplement que vous ayez envie de le faire avec certains et avec certaines. Ça ne se fait pas tout seul, une entreprise, ce n'est pas vrai. Une entreprise, c'est une aventure d'hommes et de femmes, j'insiste sur ce principe-là. Donc il faut que dans votre idée, vous en ayez une qui plaise ou qui en tout cas séduise, d'autres avec lesquelles vous allez pouvoir créer des complémentarités. Et vous trouverez des aides. Parce qu'aujourd'hui, que ce soit sur le plan financier, vous avez des réseaux magnifiques qui existent. Il y a celui qui est créé par Gonzague, enfin pas créé, pardon, mais qui est entre autres animé par Gonzague de Blinière et qui est un réseau qui s'appelle Réseau Entreprendre, qui est fabuleux. Il y a celui qui est animé par Guillaume Quéroux, qui est un magnifique réseau également. Vous avez des conseils qui sont prêts à baisser leurs honoraires pour vous aider, et c'est vrai. J'en fais partie, mais il y en a d'autres que moi. Vous avez aujourd'hui aussi des financements qui sont possibles autres que par les banques. Je ne dirai pas ce que je pense des banques, mais de toute façon, on a compris. Voilà. Mais en revanche, vous avez aujourd'hui, justement, dans les réseaux que je viens de citer, des possibilités, des gens qui peuvent vous aider à trouver les fonds dont vous avez besoin. Et après il faut vous armer de courage, il faut aller vite, parce que nous sommes dans une période où, effectivement, ceux qui vaincront seront ceux qui auront les meilleures idées le plus rapidement possible. Et puis, je pense qu'au-delà, il ne faut jamais vous décourager. Vous savez, moi, j'ai commencé très jeune, je n'avais pas vraiment le choix. Et un beau matin, je me suis levée en me disant, mais finalement, est-ce que je ne pourrais pas rejoindre telle ou telle entreprise qui me proposait de venir travailler? Est-ce que je ne pourrais pas... Et au final, je l'ai fait dans certaines circonstances, avec mes équipes, parce que je trouvais que c'était aussi peut-être un bout de chemin qu'on pouvait faire ensemble dans un grand groupe. Et puis finalement, je suis revenue, la quarantaine passée, je suis revenue à ce modèle économique de petites structures innovantes, de petites structures qui se mettent au service des autres et qui finalement travaillent très bien, aussi bien pour les grands groupes que pour des structures moyennes. Et en réalité, moi, je ne vous souhaite qu'une chose, c'est d'avoir envie de vous lever le matin. Et le seul moyen, c'est d'avoir un projet qui vous tienne à cœur. J'insiste sur cette dimension émotionnelle parce que si vous ne créez une entreprise que pour des raisons financières, ça ne marchera jamais. Plus maintenant, en tout cas. Alors, j'aimerais qu'il y ait un temps dévolu aux questions. Peut-être avez-vous... alors, si c'est trop personnalisé, on pourra continuer l'échange en bas de la tribune à l'issue de la conférence. Mais si vous avez des questions pour nos invités, en attendant, j'attire votre attention sur ce livre qui sort dans les tout prochains jours, « Créer son entreprise » de Guillaume Quéroux, ici présent, de Didaxis, et Pascal Le Guern, qui sont justement des conseils extrêmement pratiques pour guider pas à pas les chefs d'entreprise qui veulent mener à bien leur projet. C'est aux éditions Jacob Duvernay. Il y a par exemple un quiz, j'ai lu hier soir, pour savoir quel est votre profil d'entrepreneur. Alors, je ne sais pas quel est quels sont vos profils d'entrepreneur. Geneviève Ferrand, quel est votre profil d'entrepreneur? Vous qui notez les autres des sociétés, difficile de se synthétiser en quelques mots, mais je trouve que vos expériences sont extrêmement enrichissantes pour les autres. Alors, je dirais que je suis plutôt, j'arrive pas à voir de très près, je vois plutôt mieux de loin, c'est comme ça, donc j'ai plutôt tendance à favoriser l'innovation, mais l'innovation technologique, mais dans le domaine de l'innovation environnementale ou sociale. Et mon type de management serait probablement un management de proximité. J'adore le collectif. Vraiment, ce qu'a dit Anne est vrai, j'adore le collectif. Je pense qu'on est tellement plus intelligents ensemble. Je sais que c'est bête de dire ça parce que c'est tellement idée reçue, mais c'est d'une évidence rare. Donc soyez au moins bien entourés, mais savoir écouter. Et puis surtout, il y a vraiment des personnes honnêtes. Il faut de l'honnêteté intellectuelle quand on crée une entreprise. Il ne faut absolument pas que... Voilà, là, j'ai encore passé de mon temps ce matin à conseiller quelqu'un qui voulait... lancer une entreprise, et je crois que cette personne-là attendait de moi de la vérité. Donc il y a des choses qui sont pas faciles à entendre, des choses qui vont aider, mais voilà, soyez entourés de gens honnêtes,
jouez le collectif. Si le titre de votre le nom de votre entreprise est nul, il faut non, avec ça tu ne vendras rien, c'est même contre-productif. Voilà, parce que vous avez l'impression que le nom de votre entreprise, il est formidable, il symbolise absolument tout le cœur, les tripes que vous y avez mis, il est juste pathétique. Et là, il faut là que vos amis vous disent ton idée est bonne, mais tu oublies ceci, etc. Donc être très, très bien entouré, jouer collectif. Et moi, je crois vraiment au métabolisme. Voilà, cette idée de métabolisme, pour moi, elle me parle. C'est-à-dire que chacun est un co-acteur dans une co-construction. Les grands modes verticales, étanches, je pense que c'est des dinosaures qui vont bientôt mettre un genou à terre. Et Guillaume Quéroux, quel est votre profil d'entrepreneur? Et je pense peut-être qu'il peut évoluer en fonction des périodes, le profil, mais qu'est-ce qui vous vient à l'esprit? Moi, je suis avant tout... moi, je suis un aventurier. Et également, je suis un passionné de sport. Je suis alpiniste et j'adore atteindre les sommets. Et c'est vrai que l'aventure de l'entreprise est ma plus belle expérience, en tout cas depuis 8 ans, celle que je vis actuellement. Et des difficultés, vous allez tous en rencontrer. On en rencontre tous les jours et vous en rencontrerez encore probablement aussi longtemps que vous serez entrepreneur. Mais ces difficultés-là, finalement, on les surmonte. Et le plus important, c'est d'être bien entouré, d'être bien conseillé, et puis d'éviter de tomber dans les pièges dans lesquels les entrepreneurs tombent. Et c'est pour ça aussi que j'ai écrit un livre pour permettre en tout cas à tous les porteurs de projets de se lancer, parce que c'est encore une fois l'un de mes seuls conseils de vraiment de se lancer, comme l'a fait Anne, comme je l'ai fait moi, en toute inconscience, et parce qu'on n'avait pas forcément d'autres alternatives. Frédéric Ebling joue à votre profil gauche, mais votre profil d'entrepreneur, quel est-il? D'abord, je vais acheter le livre pour faire le test. Non, je vous ai dit, je me suis confié un peu tout à l'heure en disant que j'avais une fois dirigé, j'avais une fois créé mon accident de la vie, pas accident, forte opportunité, parce qu'on me proposait un contrat, il fallait que je puisse le porter. Je me suis installé chez moi et j'ai porté ce contrat de conseil avec un grand patron de l'audiovisuel. C'était assez amusant. Je tairai le nom, depuis il a quitté ses fonctions. Donc je n'ai pas complètement accompagné jusqu'où il fallait. Non, moi, je suis un aventurier. Je vous disais que ça déstabilisait un petit peu mon environnement parce qu'ils sont toujours inquiets en disant comment il va faire pour ses points de retraite et comment il va reconstituer sa carrière et où il va trouver son bureau, etc. Mais moi, j'aime bien. J'aime bien parce que je parle devant un RH. Le nombre de RH que j'ai vu, ils me disent mais pourquoi vous voulez changer? Parce que j'ai envie. Mais pourquoi vous venez travailler dans notre entreprise? Ah non, mais moi, je ne veux pas venir travailler dans votre entreprise. Je veux travailler avec les gens qui me recrutent. Moi, c'est une affaire d'hommes ou de femmes. Récemment, un nouveau secrétaire général dans ce grand groupe du CAC 40 me croise, me dit est-ce que vous avez envie de changer de vie? Je dis oui, je veux bien, ça dépend avec qui, pourquoi faire. Autrement, donc il faut avoir beaucoup d'envie, il faut tenter, c'est l'aventure. Faut pas le regretter au bout de 15 jours, parce qu'au bout d'un mois, ce serait désastreux pour soi-même, mais pire encore pour l'environnement économique de l'entreprise, parce qu'on n'a pas le droit non plus, ça doit être un vrai accord bilatéral, et puis de le faire avec des équipes. Alors ensuite, on a la chance de les constituer, ou de récupérer des gens, donc il faut faire un peu de pédagogie, il faut les assimiler, Et comme dans tout, alors comme on est des aventuriers qu'on réagit très vite, il faut y regarder de près pour voir loin. Je crois que c'est Pierre Dac qui disait ça. C'est un peu vrai dans la vie. Si on voit trop loin, vous avez des chances de vous prendre la bordure les pieds dans le tapis. Alors ça vous donne une posture, mais c'est pas suffisant, puis ça produit pas immédiatement. Si vous regardez seulement vos pieds, c'est embêtant. Mais dans le détail, y regarder de près quand même, c'est tous les soirs, fin de journée ou fin d'une période donnée. On dit tiens, on a pas mal réussi, tiens, on a pas mal avancé, tiens, je vais pouvoir réorienter. Tiens, j'ai entendu, j'ai compris, j'ai fait une erreur, je reconstruis à partir de là, je reviens sur une expérience. Et je pense que ça peut être une bonne manière d'avancer dans la vie économique normale. Je passe à Frédéric Gauthier, c'est pas marrant d'être en bout de table. Frédéric, le profil de l'entrepreneur, selon la vision d'Assosystème, parce que il y a ceux qui dirigent certainement des groupes de travail, des groupes d'innovation, et puis il y a l'échelle globale. Prenez-le par la lorgnette que vous voulez. Oui, je pense qu'il y a un problème c'est pas un problème d'ailleurs, c'est une question de charisme, c'est une question de leadership. Très honnêtement, aujourd'hui, il y a des gens qui sont faits pour diriger, il y a des gens qui sont plus à l'aise dans une posture d'expert. Bon,
Je pense qu'il faut respecter les deux. D'ailleurs, les deux sont complémentaires. Cohabitent extrêmement bien. Nous, on a des organisations qui, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, changent assez souvent. Donc, vous pouvez avoir un management une année, ça va changer l'année d'après. Ce qui est important, c'est que vous ayez le charisme et que vous ayez le leadership pour driver des équipes, y compris des équipes qui ne vous sont pas rattachées hiérarchiquement, mais avec lesquelles vous allez créer quelque chose. Donc, effectivement, l'aventure humaine, elle se perpétue sans arrêt, quoi. C'est des gens qui travaillent ensemble, qui ont des projets communs, donc ils travaillent ensemble, puis après ils vont travailler avec d'autres. Ça se passe à l'intérieur de l'entreprise. Alors c'est plus facile dans une entreprise qui est en croissance parce que des projets, il y en a plein et puis il y en a toujours plus qui arrivent qu'on peut en absorber. Donc il y a un engouement qui est fort. Mais voilà, dans l'entreprise, très clairement, c'est ça. C'est ceux qui ont envie d'être dans une posture de leader et puis ceux qui ont plutôt envie de s'épanouir dans des postures d'experts. Quand on est comme vous en volonté de créer ou de développer une entreprise, je pense qu'il faut quand même avoir un minimum de charisme et de leadership parce qu'à un moment donné, il faudra embarquer les autres. C'est vrai que c'est très important de travailler en équipe, je rejoins tout ce qui a été dit, mais à un moment donné, voilà, tous les regards se tournent vers vous et c'est à vous d'embarquer les autres. Et ce que peut vivre un manager, vous le vivrez en tant qu'entrepreneur. Et Anne, quel est votre regard là-dessus? Quel est votre profil d'entrepreneur? On sent bien une foi inébranlable chez vous. Est-ce qu'il y a d'autres mots qui vous viennent à l'esprit? Alors d'abord, je vais faire comme mon grand ami Frédéric, je vais aller tout de suite m'offrir le livre de Guillaume pour voir quel est mon profil. Vous savez, je pense que chacun a le sien et qu'il n'y a pas de règle. Je pense que, encore une fois, moi je ne me serais pas vue travailler au fond d'un bureau, au fond d'une cour, toute seule, sans emmener une équipe avec moi. Je pense qu'un patron, c'est un général. C'est un général d'armée, mais qui doit être en première ligne. Donc les premiers coups, c'est lui qui doit les prendre et c'est elle qui doit les prendre. Donc en quelque sorte, pour que vous ayez une équipe ou des équipes qui vous suivent, et là je pense que vous ne me contredirez pas, Frédéric, vous me direz peut-être le contraire et ça serait amusant, mais je pense qu'il faut qu'ils sentent que vous êtes prêt à vous exposer, que vous êtes prêt à aller jusqu'au bout pour vos idées, que vous êtes prêt à aller jusqu'au bout de votre projet et que ce projet les conduira quelque part. C'est comme un capitaine de navire. Donc c'est sûr que c'est peut-être un thème qui vaudrait la peine, alors là pour le coup Fabienne, d'être exploité par le gouvernement actuel, parce que quand on veut faire passer les gens par un trou de souris, il faut leur montrer qu'il y a quand même une lumière au bout du tunnel, ça c'est sûr. Voilà. Oui, et Eurotunnel vous confirme qu'il y a de la lumière au bout du tunnel. C'est bien pour ça que je m'adressais à vous, Bravo, chère Fabienne. Bravo. Bonjour, je suis Wafa Ezine, responsable du cabinet conseil en organisation événementielle BlueMed Events. Voilà, la pub est faite. Je tiens à vous remercier pour vos témoignages. La seule chose qui me gêne dans ces témoignages, c'est que vous faites partie majoritairement de grands groupes. Nous, on est encore en plein début, vous voyez. Par exemple, que ça soit Dassault, que ça soit Veolia, que ça soit Carrefour, quand on est petit, on essaie de toquer à leurs portes, les portes se ferment. Parce qu'on est petit, parce qu'on n'est pas connu, même si on montre la bonne volonté. Et Dieu sait, quand la porte se ferme, on revient par la fenêtre, on nous fait encore passer par la porte. Bref, donc on est tenace, il y a la volonté qui est là, il y a l'envie, il y a tout ça. Ma question plutôt, c'est vers Guillaume, parce que vous avez dit que vous étiez tout seul, vous avez démarré, vous n'avez pratiquement pas d'argent, 1 000 euros, etc., etc. Mais vous n'avez pas parlé de votre développement de business. C'est ce que je m'attendais. Je m'attendais à plus entendre votre développement. Comment vous avez fait? Ça, c'est un entrepreneur. D'accord. Mais si on est là pour développer le thème, développer le business, je voudrais avoir une petite synthèse, s'il vous plaît. Merci. Bon, synthèse, on va essayer de... Enfin, pour moi, le plus important, je l'ai résumé, quand je parle du culte du client. C'est vrai que moi aussi, j'étais petit au début. Les grands groupes ont refusé de travailler avec moi. Pour autant, même si j'avais travaillé dans ces mêmes entreprises-là, on m'a fermé la porte par la suite. Mais après, j'ai envie de dire, c'est le jeu, c'est les difficultés qu'on surmonte. Et aujourd'hui, ce sont ces grands groupes-là qui viennent vers nous et qui nous demandent de travailler en partenariat avec eux. Parce que finalement, ce qui est formidable, c'est cet esprit de conquête. Et c'est vrai que les entreprises, moi je ne suis pas tout à fait d'accord avec votre analyse, comme Dassault Systèmes, je crois qu'on l'a bien décrit, ce sont des entreprises conquérantes qui ont gardé cette taille humaine. Veolia Environnement également. Enfin, on l'a dit, tous ces grands groupes finalement, ce sont des myriades de PME. On a des exemples chez Vinci, tout le monde connaît toutes ces grandes entreprises qui sont finalement des constellations de petites entreprises, et vous pouvez
Et vous pouvez, je pense, surmonter cette difficulté de développer son business si vous avez ce culte du client, l'écoute, la patience aussi. La patience et à mon avis, ce sont des obstacles qui sont assez faciles à surmonter. D'être innovant, c'est vrai, quand on entend tout ce qui s'est dit là, comment développer, il y a aussi l'international. On a parlé de l'international. C'est vrai que développer même une toute petite activité, c'est vrai que ce qui est marrant quand même, c'est ces entrepreneurs américains qu'on retrouve sur les campus. Ils ont 18 ans, ils ne sont pas là pour avoir un diplôme, ils sont là pour créer leur boîte. Et ça donne des Google, des Facebook, etc. C'est-à-dire que c'est des lieux de rencontre. Et c'est aussi la France de demain. Merci. On va prendre une dernière question. Est-ce que je peux répondre? Est-ce que je peux ajouter quelque chose? Excusez-moi. Je voulais vous dire que dans les grands groupes, même d'associations, c'est 10 000 personnes. Oui, ça reste encore raisonnable. On prend des risques tous les jours, ce qui nous rapproche de vous. On est sûr de rien. On a l'angoisse de savoir si le chemin du futur qui est en rupture avec le passé, c'est bien le bon. Donc on a aussi parfois nos sueurs froides. Pour répondre à l'interpellation sur le fait on est petit, donc vous nous fermez la porte, c'est pas faux. Il y a juste un point qu'il faut que vous ayez bien en tête, c'est que dans des groupes internationaux, on a besoin de travailler souvent avec des acteurs qui ont eux-mêmes une surface et un rayonnement international. Donc c'est important aussi de vous le dire, c'est-à-dire que selon la nature de l'activité qui est la vôtre, il faut que vous essayiez de développer ces réseaux. Ça ne fera qu'augmenter notre volonté de travailler avec vous, parce que, encore une fois, il n'y a pas de racisme anti-petit. C'est la volonté d'être efficace et de travailler avec des gens qui peuvent avoir une surface qui, parfois, doit dépasser le cadre strictement français. Voilà. Enfin, pour répondre à votre interpellation sur c'est quoi, en gros, les bons réflexes. Bon, je suis le seul à la table de ne pas avoir eu une expérience d'entrepreneur en tant que tel. Mais enfin, j'ai souvent pris des choix risqués et osés. Et moi aussi, on me prend pour un fou, je vous rassure, dans mes choix de carrière. Je dirais qu'il y a 3 choses, à mon avis, qui sont essentielles. Quand vous lancez dans un business, il faut savoir quelles sont les audiences avec lesquelles vous voulez travailler. Quelles sont les audiences que vous voulez adresser? Est-ce que c'est le business? Est-ce que c'est d'autres entreprises? Est-ce que c'est des particuliers? Est-ce que c'est des univers de type éducatif, en recherche et autres? Quelle est l'audience? Pour qui vous voulez faire ce que vous voulez faire? La deuxième question, c'est quelle est la valeur que vous voulez apporter à ces gens-là? Parce que forcément, si vous voulez avoir des clients, il faut que vous leur apportiez quelque chose. Donc, quelle est la valeur de ce que vous allez délivrer? Je pense que c'est la deuxième question qu'il faut que vous posiez. Et la troisième question, c'est comment vous allez le faire? Une fois que vous avez répondu aux 2 premières, c'est déjà plus facile. Et après, il y a le comment. Voilà. Donc, je pense que c'est assez rapide, c'est un raccourci, mais je pense que c'est 3 bonnes questions à se poser si on veut garantir une certaine forme de pérennité. Anne, un mot de conclusion avant de prendre une dernière question. Oui, rapidement pour vous répondre, madame. Je pense que le plus important, c'est d'étudier votre marché et quel sera votre positionnement sur ce marché. Si vous êtes différent, avec une valeur ajoutée, pour rebondir sur ce que vous disiez, Frédéric, qui est vraiment réel et qui doit apparaître, c'est-à-dire qui doit être bien communiqué, vous avez quand même une chance d'y arriver. Mais ça veut dire, et c'est pour ça que j'en reviens tout à l'heure au courage qui est nécessaire, il faut une énergie importante, beaucoup de courage, bien étudier son marché, avoir une vraie stratégie marketing et être différent. Il y a une autre question, j'ai l'impression, non? Oui, monsieur? Bonjour, merci. J'avais une question assez générale. Vous avez évoqué le fait d'avoir une bonne idée ou d'avoir une vision. Alors Frédéric et Anne, vous y avez déjà répondu en partie. Je voulais savoir c'est quoi une bonne idée et c'est quoi une vision. Alors moi j'ai une idée de la question, mais j'aimerais savoir... Dites-nous votre idée, on va vous dire si elle est bonne. J'aimerais savoir de votre point de vue, puisque vous avez des parcours assez atypiques et assez intéressants, qu'est-ce que c'est une bonne idée, qu'est-ce que c'est une vision pour avoir un projet d'avenir. Merci. Question difficile. Alors, mais c'est une question. Pour réfléchir 2 minutes. Oui, parce qu'on pense tous qu'on a une bonne idée, c'est évident. Alors, je ne parle pas de livrer des pizzas sur Internet. Quoique. Non, mais bon, si on le fait mieux que les autres, non. Je vais utiliser un mot peut-être qui... Est-ce que vous êtes capable d'analyser les signaux faibles? Enfin, signaux faibles, c'est-à-dire, parce que dans un journal, vous allez lire un truc qui n'est pas dans les grandes lignes, mais un petit entrefilé. Vous allez dire, tiens, et puis c'est corroboré par quelque chose que vous allez entendre une autre fois, puis ça va monter en résonance. Et vous vous dites, là, il y a quelque chose qui est en train de se passer dans la société, il y a un besoin, il y a quelque chose, ça frémit, c'est peut-être le bon moment.
Victor Hugo, avec cette phrase formidable qui dit rien ne peut arrêter une idée dont le temps est venu. Et être dans le bon moment où la vague va déferler. Mais vous pouvez la voir arriver, la vague, si vous avez sur un esprit d'escalier, si vous êtes capable de mettre en cohérence des signaux que vous allez entendre et qui vont vous emmener dans votre voie. Alors, il faut aussi que ça rentre en résonance avec votre sensibilité. Et là, c'est banco. De toute façon, si ça ne rentre pas en résonance avec votre sensibilité, vous ne le verrez même pas, vous ne l'entendrez pas. Mais si ça rentre en résonance, et là, vous avez probablement quelque chose, vous tenez quelque chose. Et je suis toujours, moi, très étonnée de voir qu'il suffit parfois de faire un pas latéral pour voir la même chose, mais d'un autre angle. Et justement, les grandes entreprises comme celles que je représente sont parfois dans des schémas d'air très techniciens. Et j'ai l'impression de dire, bah oui, vous faites très bien ce métier-là. Par exemple, vous faites très, très bien ce métier, il n'y a pas de souci. Sauf que moi, je vous regarde le faire et j'ai l'impression que je suis à l'opéra. Je vous entends chanter formidablement bien la Traviata. Techniquement, tout y est, sauf que le décor, c'est le vaisseau fantôme. Et moi, je le vois. Vous êtes plus raccord. Vous êtes plus raccord avec la société qui bouge. Et les grandes entreprises ont tendance parfois à se raidir quand elles ont perdu le goût de cet entrepreneuriat qui est décrit par Dassault Systèmes, qui effectivement a une réputation d'être très, très innovant. Mais vous êtes sûr, vous êtes maintenant... Techniquement, je suis très bien, oui, sauf que non. Vous n'êtes plus raccord et ce que vous offrez n'est plus demandé ou ne va plus être demandé. Voilà, c'est dans ces pas de temps et dans cette interprétation que vous tenez votre idée. Mais attention, elle est en résonance avec ce que vous êtes. Donc effectivement, livrer une pizza sur Internet, ça peut être aussi formidable si c'est dans l'air du temps. Mais je ne pensais pas exactement à ça. Bon, à moins que vous n'ayez un mot de conclusion absolument... Oui. Ce que je voulais dire, c'est aussi un message d'espoir. Hein, c'est qu'on a l'air dans la salle, j'ai l'impression qu'on est quand même un certain nombre à avoir plus de 20 ans. Est-ce que vous savez qu'il y a eu plus d'inventions, plus d'innovations ces 20 dernières années qu'il y en a eu dans toute l'histoire de l'humanité? C'est avéré. Donc c'est vous dire que des bonnes idées, des visions... il y en a encore à trouver et à inventer parce que je pense que le mouvement ne va faire que s'accélérer. Hein, tout ça est exponentiel. Voilà. Donc dans l'histoire de Dassault Systèmes, la bonne idée c'était de passer de la 2D à la 3D. Bon, c'était tout simple, hein, c'était tout bête. Hein. Voilà, merci messieurs dames. Je crois qu'il y a un Bill Gates en chacun de vous et nous attendons de voir vos initiatives, comment elles vont réussir avec tous ces conseils. Merci aux intervenants également. Merci de votre attention.